Donc 2050, c'est demain, ça va être très rapide. La première étape, c'est que chaque propriétaire ou locataire, en tout cas, reçoive un certificat à jour de son logement pour qu'il sache finalement où est-ce qu'il en est, dans quelle catégorie il se trouve. Comme l'isolant n'est pas toujours visible, on ne sait pas toujours où on se trouve là-dedans. Et dans cette certificat va venir une série de propositions d'amélioration énergétique. Alors, ces propositions sont générées automatiquement par logiciel, elles ne sont pas toujours pertinentes pour chaque projet, mais ça donne quand même une direction de ce qui pourrait être fait, des idées de budget. La seconde étape, ce sera que les plus mauvais bâtiments, les F et les G, aient atteint au moins un PEB E. Et puis pour 2050, il faut que donc les E et les D et eux atteignent également le C. Et donc vous êtes déjà en bonne voie, vous avez commencé à isoler votre toiture, vous avez pour projet isoler la façade arrière et les châssis. Il faudra vraiment encore faire d'autres efforts, mais une étape à la fois. Et c'est pour ça que le rapport de Bruxelles Environnement que vous avez fait réaliser par le législateur précédemment peut être une bonne piste pour comprendre comment y arriver. Voilà, et donc nous, notre but, c'est de travailler avec vous aujourd'hui sur l'objectif isolation de façade arrière, remplacement des châssis et des murs de pignons qui sont posés au niveau des voisins. Donc vous avez reçu une série de documents, je vais essayer de les partager avec vous sur l'écran, une petite seconde. Et hop, voilà, alors partager l'écran. Alors je ne sais pas si vous voyez apparaître ou pas l'écran. Oui, oui. Je suppose que tout le monde connaît le bâtiment. Enfin, je vais peut-être d'abord vous montrer quelques photos, comme ça on remet ça en contexte. Je ne sais pas si tout le monde habite sur place ou pas. Attendez, je remets ça là aussi. Je peux passer sur les photos. Tout l'écran. Voilà, comme ça vous avez accès à tout ce que je vois de ce côté-là. Ça charge. Voilà, donc ça c'est votre façade arrière. On voit les particularités, c'est quelqu'un veut se rejoindre. Voilà, on voit vos balcons rentrants, certains les ont déjà fermés, d'autres non. Vos châssis de vos chambres, puis chaque fois les éléments qui dépassent, donc les petits oriels à l'arrière, la longue fente de votre cage escalier, donc qui est aussi une grosse source de froid pour les espaces qui sont chaque fois contre, les deux chambres qui sont ici. Alors, même chose de l'autre côté, évidemment. On a sur vos balcons chaque fois des petits rangements qui sont pour l'instant extérieurs, avec ce fameux conduit, l'ancien vide ordure, qui lui n'est plus utilisé, mais qui est toujours présent et qui est composé d'amiante. C'est une problématique aussi à discuter. Il y a une question? Allô? Non. Voilà. Super. Vos petits balcons, où on voit donc les petits châssis qui donnent sur les salles de bain, certains ont des extracteurs, d'autres non. Je n'ai accédé qu'à 2 logements pour l'instant. Voilà, on voit nouveau le vide ordure de ce côté-ci. Et on voit aussi que vos portes qui donnent sur les balcons sont à ras de sol avec vos terrasses. Donc il y a vraiment très peu d'épaisseur disponible à ce niveau-là. Comme quelques éléments techniques qui se trouvent ici, donc il faudra être attentif à bien visiter chaque terrasse pour bien comprendre les problématiques. Là, on voit encore mieux ce seuil qui est vraiment tout à fait à ras. Alors, ce ne serait pas très légal aujourd'hui, il faut une garde d'eau plus importante, mais à l'époque, on était moins exigeant là-dessus. Voilà. On voit une des chambres à l'arrière, à l'intérieur. Voilà, genre, j'ai encore fait quelques petites photos en toiture. Donc c'est la fameuse fente qui sépare les 2 chambres et la cage escalier, donc qui pour l'instant est aérée. Donc il faudrait réfléchir à ce qu'on fait là-dessus. Et alors, ce que je voudrais voir aussi avec vous, c'est qu'ici au-dessus, les toitures ont été isolées, sauf la partie au-dessus des terrasses des balcons. Alors évidemment, je n'ai jamais la bonne photo, mais vous voyez ici sur le côté droit, cette partie-là n'a pas été isolée lors de votre isolation de toiture. Ils sont vraiment concentrés sur les volumes au-dessus des espaces intérieurs. Mais donc dans le projet, on se pose la question si ça vaut la peine d'isoler cette partie-là ou pas. Voilà, on l'a vu ici. Voilà. Cette partie-là n'a pas été isolée. Et tous les remontées de murs n'ont pas été isolés aussi, si j'ai bien compris, lors de la phase d'isolation de toiture. On voit également le haut du vide ordure ici. Voilà, ça donne une petite idée
de chez vous. Et alors, on a certaines parties, vos bâtiments dépassent en partie les voisins, on le voit de ce côté-ci, et donc ces murs ici sont fortement exposés au froid, et donc si on est en train d'isoler la façade arrière, ça vaudrait la peine de réfléchir à isoler ces murs-là également. Alors, je reprends le plan, ce sera plus facile. Donc, j'imagine que vous avez tous eu le temps de consulter les plans. On a essayé d'être le plus clair possible par rapport aux informations qu'on a reçues. Donc, on a essayé d'abord s'intéresser à la problématique des balcons. C'est surtout là où le problème se pose. Vous l'avez chaque fois vu de face ici, un balcon, celui d'au-dessus, celui d'en dessous, une coupe et l'autre. Les coupes, elles passent une fois dans la porte d'accès à vos balcons, et la seconde passe dans le châssis, qui se trouve chaque côté, dans la chambre d'à côté. Vous avez chaque fois la vue en plan. Donc on voit chaque fois ce balcon ici, avec le petit rangement de vide ordure, et vos deux pièces qui donnent dessus. Ça va ? On essaie de plus clair pour que ce soit lisible pour vous. On propose deux solutions. On peut d'abord le regarder en plan. La première solution, c'est de conserver l'usage de ces terrasses comme des terrasses extérieures, et donc d'aller isoler tout le mur, et d'aller remplacer les châssis pour qu'ils soient nouveau performants et qu'ils soient en contact avec l'isolant. Donc on les déplace un peu plus en avant pour qu'ils soient vraiment en contact de l'isolant. C'est comme ça qu'on est sur une bonne performance et qu'on évite un maximum les ponts thermiques. On va également isoler les parois du vide ordure, et on va donc, ce vide ordure que vous avez à chaque fois, quelqu'un qui se rajoute, ces rangements que vous avez à chaque fois seront donc isolés également pour avoir une cohérence dans tout ceci. Alors, ça nécessite aussi d'aller isoler, lorsque vous le voyez ici, le sol de vos terrasses et le plafond de terrasse pour que finalement, ce soit à chaque fois bien emballé, qu'on évite les ponts thermiques. Et donc, on doit mettre vraiment l'isolant sur toutes les parois qui composent votre balcon, votre terrasse. Les garde-corps devront être démontés, remontés, mais resteront a priori identiques. Il faudra un peu voir comment les adapter légèrement pour qu'on puisse les refixer correctement. Les fixations latérales et les pieds devront peut-être être adaptés, non pas dans l'idée qu'on peut conserver la plupart des garde-corps qui sont en bon état. Voilà pour la première proposition dans les grandes lignes. On pourra revenir dessus un peu plus tard pour voir les détails. La seconde proposition, je vais la prendre en plan aussi également, c'est de se dire que les balcons, on les intègre dans le volume chaud, et donc on va isoler vos façades et on va placer un nouveau châssis à l'endroit du garde-corps. Et donc de cette manière, on ne doit pas isoler tout cet espace de balcon, on doit juste isoler les façades, et le balcon est intégré dans le volume chauffé. Et donc là, on imagine nous un châssis coulissant. Pourquoi ? C'est un châssis qui vous permettrait à vous de le laisser ouvert l'été ou en mi-saison, et de le fermer lorsqu'il fait plus froid ou qu'on veut éviter le refroidissement de cet espace-là. Donc à nouveau, si on regarde la coupe ici, on voit finalement qu'on va isoler la façade de l'amorce isolant, mais évidemment elle va continuer toute la façade. Enfin, oui, je continue chaque fois d'élément en élément. Et donc, on a bien équilibré entre l'isolant de la façade, le châssis ici, je vais un peu zoomer pour que ce soit plus clair, et donc le châssis touche bien l'isolant, ça fonctionne bien, et ainsi de suite. Et donc, mon balcon arrive dans un volume non refroidi, volume chaud qu'on appelle ça en PEB, que ce soit plus cohérent. Voilà. Là, c'est une autre version possible. La seule chose qui est un peu plus emmerdante là-dedans, c'est que certains de vos locaux ventilent actuellement sur ce balcon. Je pense à vos salles de bain qui ont des extracteurs, les WC aussi qui potentiellement ont des extracteurs sur ces espaces-là. Et donc, il faudra bien penser à les prolonger pour qu'ils se retrouvent à l'extérieur. Le but, c'est de ne pas d'amener l'air vicié sur vos balcons. On aura des soucis d'odeur et d'humidité à ces endroits-là. Donc, c'est pas le but non plus. Voilà, et alors l'autre souci éventuel, c'est que la commune, l'urbanisme, aime bien aussi l'idée que les espaces de vie aient des fenêtres sur l'extérieur, qu'un accès direct sur l'extérieur, et donc se pose la question pour vos chambres qui ont une fenêtre sur ce balcon, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on assure la ventilation de cet espace-là. Mais ces chambres ont chaque fois aussi une fenêtre, alors est-ce que je l'ai, peut-être en photo, ça sera peut-être plus clair. Et voilà. On a ici des chambres qui n'ont pas qui ont une fenêtre latérale, avec une fenêtre arrière ici qui serait toujours accessible vers l'extérieur. Par contre, sur le balcon, ces fenêtres, voilà, cette fenêtre-là, qui est une autre chambre, elle ne donnera plus sur le balcon. Et donc c'est là pour être problématique
pour l'urbanisme, mais ça peut se discuter, ça peut se négocier. Pas dans l'idée que si ce châssis coulissant peut être ouvert lorsqu'il fait chaud et donc cette fenêtre peut être ventilée, voilà, ça c'est un élément qu'ils devront discuter. Le permis d'urbanisme, c'est jamais tout rouge ou tout noir, il faut tout vert ou tout rouge, pardon, ça se discute avec l'urbanisme et ici le premier échange est plus positif, mais ça devra se discuter en commission de concertation avec d'autres membres, la région, le conseil d'environnement, ainsi de suite. Voilà, et on a géré ce type de projet à plusieurs reprises et on a parfois des réactions différentes des services d'urbanisme selon les communes, selon les personnes présentes à service de l'urbanisme. Voilà. Là, dans cette idée-là, on peut se dire qu'on ne touche pas du tout aux autres éléments, on pourrait conserver donc tous les châssis qui donnent sur ce balcon en l'état puisqu'ils ne seront plus en contact avec le froid. Voilà. Ça, c'est les deux variantes proposées qu'on devra discuter et valider ensemble. Les autres discussions qu'on doit avoir ici, c'est cette fente, la fameuse fente dans laquelle vous avez vos châssis qui donnent de la cage d'escalier. On imagine pouvoir la fermer avec un grand châssis qui, lui, vient s'aligner sur... C'est clair en photo nouveau. D'avoir un grand châssis qui ne soit plus en recul, mais qui vienne s'aligner sur votre façade arrière. Et donc, de cette manière-là, on n'a plus d'air froid qui va circuler entre les deux parties du bâtiment. Ça ne veut pas dire qu'on va chauffer cet air, mais en tout cas, on n'a plus de déperdition aussi importante que si on est sur l'extérieur. Ça, c'est l'idée ici, d'avoir un gros châssis ici. Et en partie supérieure, de retrouver également une petite coupole qui peut ramener la lumière. Donc, de cette manière-là, on a quand même encore un apport d'éclairage naturel possible pour votre... Je vois qu'il y a une main levée. Oui, bonjour, Robert Krengel. Merci pour la présentation jusqu'ici. J'ai une question parce que je n'ai pas très bien compris. Donc, est-ce qu'une option, c'est de fermer entièrement le balcon? C'est la première question. L'autre question, c'est, est-ce que vous pourriez répéter quelle est la problématique de cette fenêtre de la pièce qui donne sur les terrasses? Par exemple, oui, enfin, on a tous une fenêtre pareille. Par exemple, chez nous, c'est encore l'une des seules fenêtres avec le châssis d'origine en bois. Donc, on y tient assez. Voilà, on voulait mieux comprendre quelles sont les deux options. Alors, il y a des options qui doivent être discutées. En fait, il y a deux variantes possibles, mais il faut appliquer la même à tout le bâtiment. Donc, c'est plutôt ça qu'il y a eu comme débat pour l'instant avec votre équipe technique dans le bâtiment, vos délégués techniques dans le bâtiment. Une possibilité, c'est de se dire, en fait, pour l'instant, vous avez comme pièce qui donne sur ce local, sur ce balcon, pardon, vous avez un WC, vous avez la cuisine et une chambre. Et donc, c'est trois locaux qui peuvent être ventilés, mais naturels, en ouvrant le châssis. Si on décide d'isoler, donc si je prends la variante A, qui est plutôt d'aller isoler toutes les parois et donc de conserver le balcon comme un balcon extérieur, pas de souci. On peut toujours aller, on propose de remplacer les châssis par des châssis performants, performance actuelle. Un châssis en vitrage est clairement pas du tout à jour et vous perdez beaucoup d'énergie de ce point de vue-là. Et donc ça, c'est important de les remplacer. Donc pas dans l'idée que ces châssis sont remplacés, l'isolant est mis, mais on peut toujours ventiler vers l'extérieur. Le balcon reste un espace extérieur. Mais ça nécessite des interventions plus complexes. Il faut aller isoler les dalles de sol, le plafond, il y a plein de petits raccords à revoir, ainsi de suite. L'autre possibilité, c'est de se dire, OK, on ne peut pas faire toutes ces interventions et remplacer les châssis, et on va à ce moment-là placer un nouveau châssis en bord de balcon, ici, isolé jusqu'à cet endroit-là, et tous ceux-ci peuvent exister, puisque ce nouveau châssis coulissant ici à l'entrée du balcon fera, lui, la limite entre le chaud et le froid. Donc le balcon ne sera plus un balcon, ce sera un jardin d'hiver, un espace non chauffé mais fermé. Si on part dans cette solution aussi, la commune peut poser certaines problématiques qui sont la ventilation de la chambre que vous avez ici à l'arrière. Cette chambre et le WC qui se trouve ici et la cuisine ne sont plus ventilés de manière naturelle. Lorsqu'on va ouvrir le châssis ici, l'air vissé va arriver sur le jardin d'hiver, mais si votre châssis coulissant n'est pas ouvert, l'air stagne sur votre balcon fermé. Donc ça, c'est une problématique qui peut se poser avec l'urbanisme. Il y a des solutions. On peut avoir des grilles d'amener d'air pour la chambre, des grilles qui se placent dans les murs. On peut avoir des extracteurs pour les cuisines et les salles de bain. Mais c'est des discussions qui doivent être discutées aussi avec l'urbanisme de la PEB. Elles ne sont pas automatiquement validées par eux. Toutes ces problématiques doivent être
il n'y a pas de solution parfaite et l'urbanisme doit également donner son avis et valider la piste de proposition qu'on a là-dessus. La plupart du temps, la commune est quand même plutôt a envie de la rénovation énergétique et donc accepte le compromis. C'est comme ça. Et merci. Est-ce que l'une des options prévoit que le carrelage des terrasses soit remplacé alors sur l'option 2, celle-ci, le carrelage n'est même pas touché, on le conserve en l'état. Sur l'option 1, celle qui est au-dessus, le but, alors je vais revenir dessus, le but c'est d'isoler vos dalles ici, et donc il faut enlever le carrelage ici. Alors on est proposé pour un moindre frais de remettre une terrasse plutôt plus légère en bois ou en grand carreau posé, mais ça pourrait éventuellement être individualisé. Ça peut se discuter. Attention, il y a des règles de hauteur de garde d'eau, donc il faudra vérifier. Donc normalement, lorsque votre terrasse est extérieure, comme je vous montrais sur la fameuse photo, voyons un petit peu mieux après, je pense. Bon. Ici. Là, s'il y a des grosses pluies, il est possible que l'eau puisse rentrer. La règle en Belgique, c'est que il faut 15 cm de garde d'eau. Si la neige sac devant un châssis, il faut 15 cm pour éviter qu'elle puisse rentrer. Là, vous êtes de l'ordre de 2 ou 3. On accepte que ce soit comme ça pour des vieux bâtiments, mais lorsqu'on va rénover, on a tendance à améliorer ce point-là. Et donc, il faudra rehausser un petit peu cette pierre ici pour assurer que lorsqu'on rajoute l'isolant et le carrelage, que vous n'ayez pas de risque d'infiltration d'eau. Voilà. Et donc nous, on rehausse ici un peu le châssis pour s'assurer qu'on n'ait pas de risque d'infiltration à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez nous montrer aussi ce qui se présente au moment qu'on ferme le terrasse? Parce que je veux avoir une idée comment ça se voit. Alors voilà, on a un châssis coulissant ici avec le garde-corps qui serait placé côté intérieur derrière. On ne voit pas à travers la vitre, mais il serait placé ici à l'intérieur derrière. Et donc, si je comprends bien, la vitre va jusqu'au sol. C'est une vitre du sol au plafond. C'est ça. On part dans l'idée que quand vous ouvrez, vous avez vraiment le plus d'ouverture possible. On ne va pas vous faire on peut réfléchir à faire un muret. Ce serait évidemment un peu moins cher que de devoir faire un grand coulissant. Mais on trouve pour garder l'intérêt du balcon qui vous ouvre l'îlot central. Tout à fait. Merci. Mais si je comprends bien, c'est seulement possible d'ouvrir un côté. C'est ça. Dans la discussion qui avait eu lieu avec le facilitateur copropriété, je pense qu'il a fait une proposition avec un châssis accordéon. Alors c'est possible, mais ils sont clairement beaucoup plus onéreux. Et la problématique qu'on a avec le châssis accordéon, c'est que pour pouvoir le déplier, il faut bouger vos petites tables, tout ce qui est sur le balcon. Si je prends les photos où on voit un peu ce qu'il y a sur vos balcons, vous voyez, donc si j'ai un coulissant, il n'est pas gênant, je peux le coulisser en laissant tout en place. Si j'ai un châssis accordéon où je dois déplier et replier, je dois chaque fois aller enlever tout ce qui se trouve sur le balcon pour pouvoir le déplier et le replier. Ça, c'est plus problématique. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle plutôt d'une option d'un châssis coulissant. C'est une jolie option. Ça permet d'ouvrir plus largement la baie, mais elle est clairement plus onéreuse et selon nous, pas très pratique à l'usage si on veut ouvrir et fermer. Un jour où il pleut, un jour où il fait moins chaud, plus chaud. Voilà, il faut pouvoir avoir plus de manualité selon nous là-dessus. Je vois encore une main levée. Merci. Quand on ferme, disons, le balcon, combien on va monter de PUB? Quand on est maintenant à D, je sais pas, D+, on va monter déjà à B ou Alors, ça, on n'a pas fait l'étude, il faudra vérifier, ça se fait logement par logement. Je ne sais pas si certains ont déjà isolé ou remplacé les châssis, les passateurs, et ainsi de suite. Mais je pense que dans le rapport du facilitateur, il y avait de l'information à ce sujet. Attendez, je vais voir si je retrouve facilement. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ceux qui ont déjà fermé avec un verre et une baie vitrée, normalement de qualité A? Ça devra être discuté dans le cas copropriété. Je sais pas si ces balcons font partie des parties communes ou pas. Je n'ai pas toutes les informations concernant vos ordres de copropriété. A priori, pour fermer ces balcons, il faut un permis d'urbanisme. On ne peut pas fermer... Voilà, donc si ça a été fait et régularisé, donc vous avez vu qu'il y avait 2 balcons. Je crois qu'il y a le mien au rez-de-chaussée et celui de M. Waters qui a été fait.
Ça devra discuter entre vous. Qu'est-ce que vous acceptez? Enfin, donc, nous, on est là pour vous accompagner d'un point de vue technique, mais c'est la copropriété à décider ce qui est acceptable ou pas. Est-ce qu'on peut tous avoir des solutions différentes ou pas? Attention, des solutions différentes d'étage en étage, il ne faudrait pas de sens. Si un balcon extérieur et l'autre un balcon ouvert, ça ne marcherait pas. Donc, il faut moins de solutions cohérentes sur tout le bâtiment, mais il faudra voir si vos châssis peuvent être maintenus. Il faudra vérifier si ça peut fonctionner dans la solution avec l'isolation de la façade arrière en même temps. Excusez-moi, c'était pas très clair. Excusez-moi, c'est pas très clair. La réponse, c'est donc moi j'ai déjà isolé normalement. Enfin, on n'a pas isolé au niveau de la façade. On a pris un châssis, isolant. On a fait en sorte que. Mais donc là, vous savez pas me dire si moi je pourrais le garder ou s'il faudra vraiment que je le change. En fait, vous allez pas me dire qu'il faudra une étude en fait. Je ne connais pas votre châssis, il faudrait voir les éléments là, mais votre châssis, par exemple, ne sera pas en contact avec l'isolant. Il faut voir si la copropriété accepte qu'il y ait des décalages d'étage en étage. Il y a aussi une question d'esthétique sur les façades, mais c'est pas moi qui dois trancher, c'est la copropriété qui décide d'avoir une réponse cohérente sur toute la façade ou d'accepter des différences d'un aimant à l'autre. Mais ça, je ne connais pas vos règles de copropriété. Ça, c'est plutôt à voir avec votre syndic et avec vos copropriétaires. Qu'est-ce qui est accepté ou pas comme divergence d'un étage à l'autre? D'accord. Ça va? Donc, relisez peut-être votre ordre intérieur ou qu'est-ce qui fait partie des parties communes, qu'est-ce qui fait partie des parties privatives de votre bâtiment. Alors là, je retourne sur Ça, c'est privatif. Très bien. Il y a encore une question, Thibaut. Oui, je voulais juste répondre à l'isolation des façades, remplacement des châssis. Donc, je vois que là, ça va été simulé. Et dans la synthèse, ils imaginent que ça... Attendez, consommation de combustible... je n'ai pas le certificat, je pense. Donc, il faudra peut-être relire ce rapport plus en détail, mais je pense que dans l'analyse ici, il n'y a pas chaque fois le certificat qui est indiqué. C'est uniquement les gains. Et dans le gain... on baisse un petit peu la consommation de combustible. Maintenant, il faudrait voir ce que ça représente exactement. À réétudier. Je ne saurais pas vous dire exactement quelle lettre on gagne aujourd'hui. Ça va? Alors, la question suivante. Oui, une question, disons, plutôt réglementaire. Donc, est-ce que, je ne sais pas, sur la base de la réglementation de la région bruxelloise, je ne sais pas si c'est régional, fédéral, mais est-ce que tous les anciens immeubles ayant des terrasses comme nous sont face à cette question maintenant, ou soit ils isolent tout à fait, soit... Voilà, c'est deux options. Est-ce que c'est ça la situation à laquelle font face tous ces immeubles qui, comme nous, n'ont pas été isolés Oui, tout à fait. Et alors, je veux dire que Bruxelles, la région bruxelloise met vraiment le paquet pour que les copropriétés puissent isoler. En quelques années, ils ont débloqué un facilitateur copropriété. C'est vraiment, ils ont mis le paquet là-dessus. Donc, il y a une personne qui est spécialement dévouée, enfin plusieurs personnes qui sont dévouées à vous aider à trouver des solutions. Ils vont vous en faire un beau rapport avec des bonnes pistes. Ce rapport était assez bien élaboré. Hein. Selon moi, il y a quelques montants qui n'étaient pas tout à fait justes, un peu sous-estimés, mais pour le reste, c'était déjà très complet. Les copropriétés passent d'office en classe de prix numéro 2, alors qu'avant, ils étaient dans les classes les primes les plus basses. On s'est passé en classe de prix numéro 2. Donc, c'est vraiment pour vous aider aussi à améliorer, à avancer là-dedans. Je dirais que ils essaient de mettre le paquet aussi parce que ce n'est pas facile. Les copropriétés, c'est mettre ensemble plusieurs habitants. Et donc, c'est des bâtiments qui vont mettre plus de temps à se rénover. Il faut d'abord que vous arriviez à bloquer des fonds, vous mettre d'accord sur les solutions à mettre en place, ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment d'accélérer la chose là-dessus. Et c'est des bâtiments où il y a des très grosses consommations d'énergie. C'est des bâtiments souvent un peu plus anciens. Ils mettent beaucoup de bras de levier pour que ça avance cette thématique-là. Oui, on a d'autres bâtiments qui sont similaires aux vôtres et où l'isolation de la façade arrière se discute. On est sur ce genre de projet depuis, je dirais, 5 à 10 ans, mais là, ça s'accélère. On se rend compte que ça s'accélère de plus en plus. Surtout que l'effort que vous faites aujourd'hui, vous devrez le faire d'ici 2050, ça c'est certain. Mais si vous le faites aujourd'hui, profitez sur vos factures énergétiques dès aujourd'hui. Et si vous le faites dans 20 ans, c'est dans 20 ans que vous profiterez sur la facture, mais vous aurez payé 20 ans d'énergie en plus, de cette manière. Donc ça vaut la peine d'y réfléchir. Aussi, les régimes de primes se stabilisent. Avant, ça c'était un peu chaotique parce qu'ils ont sous-estimé l'engouement des gens pour les primes, mais elles seront toutes payées quoi qu'il arrive aux copropriétés. Tout le monde, peu importe, c'est juste qu'ils postposent
au mois de janvier. On ne sait pas de quoi demain est fait. Est-ce que dans 20 ans, est-ce qu'il y aura toujours des primes? Ça, on n'en sait rien. Et donc, j'aurais tendance à croire qu'ils mettent tout en place pour motiver les gens à le faire aujourd'hui. Ça répond à votre question. Est-ce que je continue peut-être avec la présentation? Il y a encore quelques petits éléments à voir. Le plus gros des points, évidemment, l'histoire des balcons. Mais donc, il y avait cette histoire de fermeture de la tranche entre vos deux chambres pour la cage d'escalier. On le voit peut-être mieux ici en plan. Donc l'idée, c'est de pouvoir isoler vos façades arrière. Vous trouvez un châssis ici qui fait que cette enveloppe-ci n'est plus une enveloppe froide. On a un volume ici. Et de trouver alors un lanterneau qui remplacera la tôle plastique que vous avez au-dessus, mais qui sera étanche. Pour l'instant, cet espace est ventilé. Voilà. Vous voyez ici le lanterneau qui est proposé. J'ai une question par rapport à, donc si on met une vitre, en fait cet espace il sera plus du tout accessible, ou est-ce qu'il est prévu de garder une sorte d'entrée? Parce qu'en fait moi je me pose juste la question, c'est que c'est beaucoup de volume comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a sinon des solutions que vous avez déjà vues pour optimiser cet espace si on le ferme? Genre je sais pas, mettre des plantes ou je sais pas, quelque chose d'autre qui en général vous voyez? Alors, nous, on a prévu un accès, parce que vous avez un accès à la cave pour l'instant par cette tranche. On vous recrée un accès possible ici par le châssis que vous voyez sur mon plan ici, enfin par la porte-fenêtre que vous voyez ici. Ce qui est embêtant, c'est que cette tranche n'est vraiment pas très large. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire dedans. Est-ce qu'on vaut le peine de créer un plateau à chaque étage? Non, vous avez une tranche d'1 mètre de large, on ne sait pas y installer un bureau, ça ne serait intéressant pour personne. Mais je suis ouvert à la suggestion, mais ça nous semble relativement compliqué. On a réfléchi au bureau, la seule piste vous voyez, c'est au moins d'en faire un volume non froid, non ventilé. Et au moins, vos chambres qui touchent cette tranche n'auront plus un mur froid. Donc vous allez gagner au niveau de PEB, vous allez gagner des points juste par ça aussi. Ça fait gagner des points aussi. J'ai une question qui suit en fait cette discussion-là. Est-ce qu'un jour, si on met, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si on veut mettre de la ventilation, etc., est-ce que le POC, le moteur ou je ne sais pas quoi, est-ce que ça, c'est une possibilité de le mettre là dans l'espace? Une ventilation qui servirait à qui? À de double flux individuel, par exemple? Oui. Alors, c'est un espace commun, à vous décider si c'est accepté ou pas, mais l'accès est compliqué aussi. Alors, celui qui habite au 4e étage, pour aller placer un double flux là-dedans, il faut une échelle pour monter. Ça me paraît compliqué d'accès. C'était au rez-de-chaussée, pour les autres étages, ça me paraît compliqué d'accès. Sincèrement, je n'ai pas compris pourquoi ils ont construit cette tranche de cette manière-là, à part à l'apport de lumière naturelle à la cage d'escalier. Ça ne crée que des soucis. C'est des surfaces de murs, c'est des espaces perdus dans vos chambres, on aurait pu gagner un peu plus d'espace. Voilà, je trouve que ça y a plus d'inconvénients que de vrais avantages, mais voilà, c'est les architectes de l'époque qui avaient réfléchi de cette manière-là. Ok. Ça me paraît compliqué de vraiment l'optimiser. On a encore le temps d'y réfléchir, mais ça me paraît vraiment très compliqué de... J'ai pas de piste. Non, je sais pas, un mur végétal ou je sais pas. Enfin, c'était juste une question ouverte, vraiment. C'était vraiment un point ouvert, quoi. Alors, un mur végétal, pourquoi pas, mais ça demande de l'entretien. Et à nouveau, c'est une tranche d'1 mètre de large. Lorsque la plante aura poussé à 5 mètres de hauteur, on peut y accéder, mais c'est compliqué. Donc, il faudra réfléchir entre vous l'intérêt. Et aussi, n'oubliez pas que vos châssis qui donnent sur cette tranche, c'est des châssis avec un vitrage translucide. On ne voit pas à travers. Donc, personne n'a vu sur cette tranche depuis cette cage d'escalier ou depuis son logement. Le seul endroit où on pourrait le voir, c'est depuis le jardin. Mais dans le jardin, on a plutôt tendance à regarder les plantations du jardin que la petite tranche vitrée entre vos deux bâtiments. Mais c'est possible, c'est à imaginer, à discuter. Voilà. Il y avait quelques problématiques liées donc à la toiture. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces fameux morceaux de toiture qui n'ont pas été isolés, mais je pense que c'est pas essentiel pour aujourd'hui. Alors peut-être juste un point que je voudrais quand même discuter avec vous sur la discussion des châssis. Donc là, excepté vos balcons, tous les châssis, on vise le remplacement des châssis. Il faudra vérifier ceux qu'on a déjà remplacés, si on peut éventuellement les conserver et les déplacer, parce que pour l'instant, vos châssis sont ici. Un petit peu plus, ça c'est votre situation actuelle. Vos châssis sont au milieu du mur, en appui sur une tablette en pierre bleue. Notre but à nous, c'est que le châssis soit en contact avec l'isolant,
que le châssis ne crée pas un porte-mine, qu'il y ait bien un isolant de façade qui touche votre châssis. Donc ça demande de le déplacer légèrement. Alors soit on serve le pistolet en pierre bleue parce qu'on est trop joli et donc on a un pont thermique à voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Soit on décide de remplacer le seuil par un seuil en aluminium. C'est une discussion aussi, qu'est-ce qu'on veut comme esthétique à l'arrière? Est-ce qu'on veut garder ces gros seuils? Je vais peut-être vous montrer une photo de mon seuil actuel. Voilà, vous avez des gros seuils en pierre bleue. Est-ce qu'on veut conserver cette esthétique de gros seuils ou est-ce qu'on accepte d'avoir des seuils en aluminium qui sont des seuils plus fins, plus légers et qui peuvent fixer au châssis, qui n'ont pas besoin de porter sur le mur pour pouvoir tenir dans le temps? Et également, pour tous ces éléments-là, comme ces châssis vont être déplacés, donc il y aura des finitions trop à l'intérieur. Nous, dans le genre de projet ici, pour être moins invasif dans les logements, on prévoit généralement un encadrement en bois qui fait le tour de la baie à l'intérieur, avec peut-être un petit retour, sans devoir repeindre que cet encadrement en bois et pas devoir repeindre tous les murs de tous les logements. Ça permet de limiter les interventions. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans les maisons début de siècle. J'aurais dû préparer une photo pour vous montrer, mais c'est le genre de choses qu'on trouve beaucoup. Je peux vous envoyer une photo demain si vous désirez, vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, ça c'est une solution donc, pour limiter l'impact dans les interventions. Voilà, on voit peut-être ici. Le relevé qu'on a reçu du géomètre n'est pas très complet, mais donc il faut imaginer que votre mur. Est-ce que je peux dessiner un petit trait? Voilà. Votre mur, il fait ceci. On rajoute l'isolant devant. Voilà. Je rajoute un isolant ici devant. Il veut bien. Je donne une autre couleur. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on voudrait créer, c'est en déplaçant le châssis, venir ici, avec un petit élément en bois, qui va alors faire l'habillage du déplacement du châssis. Donc là, la maçonnerie sera visible, des étanchéités à l'air et tout le reste. Et donc, de ne devoir finalement chacun d'intervenir que sous son encadrement de baie à ce niveau-là. Voilà. Et alors, peut-être on peut rapidement parcourir aussi l'estimatif qui vous a été envoyé. Je vois qu'il y a une main levée. Dites-moi. Oui, j'ai une question sur la salle de bain et la toilette. Donc, dans la salle de bain, il y a chez nous, mais je pense que c'est vrai dans d'autres appartements aussi, un châssis en bois avec le vasistas. Et puis dans la toilette, il y a une lucarne, une petite fenêtre qui donne sur la terrasse. Quelles sont les implications pour ces deux éléments? Non, oui, je pense que c'est ça. Voilà, ça c'est la toilette. Et alors, il y a dans la pièce. Donc, il est à quel endroit? Il est quelque part ici, je suppose, alors? Non, il n'est pas. Il est dans la salle de bain. Et ce assistant donne sur quel local? La salle de bain est sur la façade. Elle donne sur la façade, mais pas sur la terrasse. Ok, je ne l'ai pas vu, mais donc, oui, il faudra réfléchir à placer des. Donc, généralement, la règle aujourd'hui, c'est lorsqu'on remplace un châssis, dans les chambres, il faut plutôt créer une amenée d'air, une grille qui peut ramener de l'air frais dans votre chambre. Et dans les locaux, l'air est vicié, les toilettes, les cuisines, les salles de bain, avoir un extracteur qui force le tirage de l'air. Ces extracteurs, généralement, travaillent avec un extracteur système C+. Le C+, ça va être un extracteur qui va fonctionner un peu à la demande avec une sonde d'humidité ou une sonde d'hygrométrie. Une salle de bain, typiquement, va fonctionner avec une sonde d'hygrométrie pour pouvoir s'assurer que lorsqu'on a pris une douche, l'humidité de la pièce soit évacuée. Finalement, c'est plus de la salle de bain. Dans le WC, on va plutôt fonctionner avec une sonde de présence qui va voir qu'on est arrivé on est dans la toilette. L'élément s'enclenche pour une certaine durée. Et donc, ça ne ventile pas en permanence à grand débit, ça s'adapte en fonction de vos besoins aussi. Donc ça, c'est des éléments qui sont nécessaires, a priori. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, peut-être que je vais parcourir l'estimatif. Hop, je vais mettre un petit peu plus petit. Voilà, donc on vous a fait les deux variantes. La première variante, c'est la variante où on isole, on laisse le balcon extérieur, on isole bien donc la dalle, le plafond, ainsi de suite. Et la seconde variante, c'est la variante où on a châssis coulissant et on rentre les balcons en les sortant en tout cas du volume froid à ventiler. Alors,
Je ne vais peut-être pas parcourir tous les postes, mais vous donner une idée de ce qui a été réfléchi. Donc, on a réfléchi à l'isolation de votre entrée cochère. Donc, il y a pas mal de parois là qui sont exposées au froid. On va les isoler, on va réfléchir à la porte sectionnelle qu'il faut potentiellement adapter. Là, sur certains postes, on les a juste nommés, mais il faudra demander une offre. On n'a aucune idée de ce que ça va coûter de les adapter. Il faudra être un peu plus loin dans le projet pour avoir une idée. Donc, on a mis non compris pour les postes sur lesquels, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore remis d'offre. Enfin, on n'a pas essayé d'estimer de prix aujourd'hui. On remplace la porte du débarras, qui n'est pas une porte isolée pour l'instant. On va déplacer le châssis. On va adapter certaines dimensions de baie, ragréage, ainsi de suite. Voilà. Et pour chacun des éléments, on essaie de vous découper les postes le plus possible pour que ce soit clair pour vous. Les zones de façade arrière, donc là vous avez un gros poste qui est l'isolation de la façade. Ce sont des petits postes annexes aussi qui sont les nouveaux châssis. Enfin, les gros postes aussi, c'est les châssis, la façade arrière PVC par exemple. Tout ça se discute. Ici, on propose des châssis PVC avec des sauts en alu, mais on peut discuter de châssis en alu, châssis en bois. Attention, ils sont souvent plus coûteux. Le PVC, souvent, ils sont acceptés en façade arrière. C'est la meilleure solution si on veut le moins d'entretien possible. Vous avez des châssis qui sont à des étages très élevés. S'ils sont inaccessibles, c'est compliqué pour l'entretien. Et les châssis à lui sont souvent plus chers que les châssis PVC. Voilà. L'isolation des murs pignons, donc c'est 2 morceaux de façade qui dépassent de chez les voisins. L'isolation des balcons, donc ça concerne principalement l'option A. Tout ce qui va avec. Les travaux de toiture, c'est le fameux lanterneau qui va éclairer votre cage d'escalier et quelques éléments pour refermer ce lanterneau aussi. La fermeture de la fente, donc c'est l'élément vertical, les châssis verticaux pour refermer là. Et donc, dans les grandes lignes, on a un budget travaux hors TVA. Alors, en construction, on parle hors TVA, mais c'est pas toujours ce qui est des chiffres qui nous parlent. On a environ 360 000 € pour la première option, 380 pour la deuxième. Si on prévoit environ... Alors, ça, c'est un premier estimatif. Il y a des éléments qui sont non compris. Il y a des choses qui devront aussi être vérifiées après sondage. On a pu accéder à 2 balcons pour voir l'état général. Mais il faudra accéder à toutes les terrasses pour pouvoir voir comment ça se passe. Éventuellement, ouvrir quelques éléments, ouvrir les murs, le sol pour voir en quel état c'est, pour pouvoir mieux faire c'est vraiment qu'un estimatif, c'est pas encore un cahier de charge complet. Et donc, à ce stade-ci, nous, on vous demande d'au moins prévoir 5% de marge de manœuvre pour les imprévus ici. Mais ça devrait être confirmé un peu plus tard aussi. Avec TVA, donc on arrive environ à 400 000 € de travaux pour la première option et 423 pour la seconde option. Donc pour moi, il n'y a pas de grosse différence. Enfin, si, il y a quand même 20 000 € de différence, mais réparti sur la quantité de logements, c'est reste relativement limité. Mais c'est plutôt discuter des 2 options au niveau esthétique, celles qui vous plaisent ou vous plaisent pas. Alors, il y a aussi également des primes qui peuvent être obtenues. Elles sont relativement importantes. Dans le cas de copropriété, c'est ce qui est estimé. Donc, j'ai vérifié, c'est bien les montants qui sont valables pour les copropriétés. Elles sont plafonnées pour peu que les châssis, pour peu que tous les postes dont on parle ici font partie de la copropriété, ce ne sont pas des parties privatives. On peut demander cette prime ensemble. Et donc, elles sont de 138 000 € dans la première option, 123 000 € dans la seconde option. Donc, ça reste quand même une part importante du montant des travaux qu'on a vu juste avant. Elles sont plafonnées à 200 000 € par copropriété. Donc, on n'est pas un gros plafond ici, par 10 ans. Attention, si les châssis sont parties privatives, elles doivent être demandées à leur manière individuelle. Et là, elles sont plafonnées à 50 000 € par logement. Non, pas les 50 000 €. 50 000 € pour toutes les primes qu'on pourrait demander dans le cadre de primes rénovation. Si vous avez d'autres travaux à faire chez vous, ça pourrait potentiellement être couvert aussi par les primes rénovation privatives. Voilà un peu les chiffres. Oui. Okay. Moi, j'ai une question. Je reviens sur le fait que vous avez dit donc sur les façades, potentiellement, il faudra regarder les châssis ou pas qu'on veut regarder. Est-ce que dans ce devis, vous pourriez me dire à peu près combien représente la partie matérielle? Donc, sur ces 320 ou 380 000 €, combien représente la partie matérielle? C'est dur à dire. Juste de votre châssis qu'on pourrait conserver, uniquement ça. Voilà, alors en fait, pourquoi? Parce que nous, au niveau copropriété, ce qu'on va devoir discuter, c'est que, effectivement, il y a peut-être des propriétaires qui vont garder leur châssis et d'autres qui vont devoir les changer. Donc là, clairement, en termes d'impact de prix, il faudra peut-être qu'on discute pour avoir une clé en fonction des propriétaires qui acceptent ou pas, en fonction du coût que ça représente sur la totalité de la facture. Et donc ici, le coût des châssis en façade arrière est estimé à 85 000 €. Il faut diviser ça plus ou moins, vous avez quasi tous les mêmes châssis, vous avez tous le même nombre de châssis, ainsi de suite. Donc à peu de choses près, il faut diviser par ça le nombre de copropriétaires. La partie matière par rapport à la main d'œuvre comptait généralement sur les châssis
60% fourniture et 40% pour la pose. Maintenant, dans ce cas-ci, il faut, oui, plus ou moins ça, gérer ça. Donc, vous divisez par nombre de propriétaires et puis vous comptez environ 60%. Mais c'est que pour ce poste-là, pour les autres postes. Oui, tout à fait. Mais... Voilà, mais donc ça Mais concerne non, le poste. ok, merci. Mais évidemment, ce poste pourra être plus affiné lorsqu'on aura des offres. Si la discussion, c'est ce point de vue-là, on pourra discuter lorsqu'on a une offre de châssis et que la copropriété accepte effectivement, un châssis. moi j'ai changé tous mes... Moi je suis un copropriétaire, j'ai changé tous mes châssis il y a 5 ans. J'ai investi dans de la qualité, j'en ai pour plus ou moins 10 000 euros. Bien évidemment que moi normalement mes châssis, après votre étude, ça a confirmé sur les heures de l'étude, mais normalement on devrait pouvoir les garder. Et ça, c'est un investissement matériel propre que on peut éviter pour ceux qui ont déjà fait cet investissement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je défendrais en copropriété, quoi. Je comprends, mais voilà, c'est une discussion que je dois avoir entre vous. Malheureusement, je ne prends pas ces décisions à votre place. Voilà, mais c'est pour ça que je posais la question. Donc, ça représente quand même 80 000 euros, qui est quand même pas rien sur la globalité du devis, quoi. Tout à donc, fait. c'est quand même un point important à considérer, quoi. Attention, je me permets de dire ici, c'est un estimatif qui ne reprend pas encore tous les postes. C'est pas encore un devis d'entrepreneur. Hein. On en est loin de là. Il y a encore un permis à introduire avant, il y a un dossier de soumission à sortir, des prix à demander. Donc, on ne peut pas figer un montant noir sur blanc de ce que ça représente, mais ça peut vous donner un ordre d'idée de ce que représente le coût des châssis sur notre estimatif. Tout à fait. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai deux questions. En fait, la première, c'est suite à la discussion que vous venez d'avoir avec Elisabeth. Je me demandais juste si on a des propriétaires qui veulent garder leur châssis. J'imagine que s'il faut isoler la façade, ça voudrait quand même dire qu'il faut démonter les châssis, isoler puis les replacer ou pas. C'est juste pour savoir s'il y a quand même un coup de main d'œuvre, même s'il y a certaines personnes qui demandent de conserver leur châssis. C'était ma première question. Ma deuxième question, c'est donc concernant les deux options que vous avez présentées pour les balcons, option A, option B. Donc, je comprends qu'en termes de prix, on parle d'une différence de 20 à 25 000 euros, quelque chose comme ça. Je voulais juste savoir si de votre point de vue, donc au-delà de l'esthétique, ça c'est une discussion à avoir au sein de la copropriété, mais d'un point de vue technique, est-ce que il y a une des deux options que vous recommandez? C'est-à-dire que d'un point de vue, je dirais, de l'isolation, est-ce qu'il y a une des deux solutions qui est meilleure d'après vous? Il y a ça, c'est d'un point de vue technique, parce que par exemple, l'option de garder le balcon ouvert, j'imagine que ça requiert plus de travail, de pause, etc. Est-ce qu'il y a aussi plus de risques à terme au niveau de l'isolation d'avoir des ponts thermiques ou autres? Enfin voilà, donc je ne sais pas si vous, d'un point de vue technique, il y a une des deux options que vous recommandez ou si ça revient au même, c'est vraiment juste Alors, de décider. Nous, on a recommandé, lors de la présentation à votre conseil technique de CoPro, de prendre l'option B. Elle est clairement beaucoup plus simple en mise en œuvre. Elle crée moins de ponts thermiques. On ne doit pas commencer à toucher à tous vos revêtements de terrasse et ainsi de suite. On est moins invasif, on va dire, sur les travaux dans ce cadre-là. Elle est plus facile à mettre en œuvre aussi. Je pense qu'il y a un réel avantage de ces éléments-là. La seule chose, c'est qu'on doit accepter que lorsqu'on est sur son balcon, on ouvre la moitié du châssis coulissant. On n'a plus tout l'air libre comme avant. On a la moitié du châssis coulissant ouvrable. Mais selon nous, c'est déjà pas mal. Vous avez déjà un beau balcon, la moitié, et tout est vitré. Donc on n'a pas non plus un panneau opaque ou un mur ou quelque chose sur une moitié. Sinon, cette option-là est clairement plus simple à mettre en place. Mais je pense qu'elle était un petit peu plus chère, si je ne me trompe pas. Je ne dis pas de bêtises. Elle était un tout petit peu plus chère parce que le châssis coulissant ici m'est un peu plus cher. Elle est plus cohérente. Et puis vous gagnez aussi un espace en mi-saison. On peut profiter de cet espace-là, alors que là, enfin en mi-saison ou même au mois de novembre, on peut encore aller sur cet espace-là qui sera, si vous fermez l'espace, il est à moitié chauffé. Alors que si c'est un espace extérieur, c'est compliqué d'y aller en mi-saison. Voilà, mais ça c'est plutôt. Par contre, ce que ça demande aussi, c'est
d'accord que l'hiver, on laisse pas cet espace ouvert chez tout le monde, sinon on a de nouveau des ponts thermiques froids chez les uns chez les autres. En mi-saison, c'est pas encore trop grave, mais lorsqu'il fait -8 et qu'il y en a un qui a laissé ce balcon ouvert, c'est plus problématique. Mais comme de la même manière, s'il y en a un de vous qui décide de vivre tout l'hiver avec les fenêtres ouvertes, bah, ça va créer un plafond froid ou un sol froid pour ceux qui vivent au-dessus, en dessous de chez nous. C'est plus ça l'idée. Ça reste un espace tampon, mais lorsqu'il fait très très froid, il sera important que tout le monde le ferme. Merci. Voilà. Et juste sur ma première question concernant si certains propriétaires veulent garder leur châssis, mais qu'on doit quand même isoler, est-ce que ça veut dire qu'il faut retirer les châssis, isoler, replacer les châssis? Oui, c'est relativement compliqué. Ce sera analysé un peu au cas par cas. C'est très compliqué de les conserver sur place parce qu'alors ils ne sont pas au bon endroit par rapport à l'isolant. On ne va pas résoudre toutes ces rythmes thermiques qu'on a là. On va aussi se retrouver avec quelque chose de très hétérogène. Certains châssis à une position et d'autres à différentes profondeurs. Mais ça, c'est de nouveau un peu à vous de trancher. Mais selon moi, il faut quand même essayer d'avoir une homogénéité. Je peux comprendre que certains qui ont remplacé les châssis de manière récente ne désirent pas les remplacer. Ça faudra la peine de vérifier l'âge et l'esthétique de ces châssis et décider ensemble qu'est-ce qu'il faut pour ces éléments-là. Et d'un point de vue environnemental, ça n'aura pas de sens d'aller jeter des châssis qui ne sont pas si vieux. Ça, c'est clair aussi. Un châssis qui a moins de 15 ans est performant encore aujourd'hui. Je dirais il y a eu un gros tournant au niveau de la qualité des châssis aux années 2000-2005. Il y a vraiment une vraie révolution. Enfin, non, pas une révolution, mais on a vu vraiment une qualité de châssis qui augmentait. Maintenant, c'est au cas par cas. On a des châssis, on a déjà eu des chantiers, on a rénové des châssis qui étaient de 2003 et qui étaient en très mauvais état, très mauvaise qualité. Donc, ça, je ne sais pas vous le dire à l'avance. Là, je vois d'autres mains levées. Une question pour l'option avec la paroi de verre coulissante. Est-ce qu'il y a une implication par rapport au grillage en fer forgé de la terrasse? Et l'autre question, est-ce que vous pourriez clarifier, si on choisit cette option-là, pourquoi est-ce qu'il faut alors encore remplacer le châssis de la pièce qui donne sur la terrasse? Puisque est-ce que la paroi de verre n'isole pas suffisamment? Si on part sur l'option ici, alors on ne doit pas remplacer les châssis qui donnent sur la terrasse. Ils peuvent être conservés en l'état. Votre jardin d'hiver sera un espace tampon. On ne va pas chauffer cet espace, on va mettre un jardin dessus, mais en plein hiver, il ne descendra jamais en dessous de 10 degrés, donc ce n'est pas un souci. Il y a juste que la commune demande que vos locaux de vie et ainsi de suite aient une ventilation naturelle. Et là, cette problématique, c'est que votre chambre, lorsque le châssis coulissant est fermé, ne ventile plus vers l'extérieur. Il ventile vers un espace qui n'est plus ventilé. Mais ça, c'est une discussion que je pense qu'on peut résoudre par des grilles de ventilation des extracteurs, mais ça ne demande pas spécialement le remplacement du châssis. Mais cette discussion, on a déjà eu un premier échange avec la commune avant la réunion d'aujourd'hui pour justement confirmer que les pistes sont valables. On a eu la même problématique sur un autre projet à Scarbeck et on a pu discuter, négocier avec la commune. Donc, je pense qu'il y a une discussion possible avec la commune. Et votre autre question, c'est de la grille en fer forgé. Alors, je vais vous expliquer. Nous, l'idée, c'est de pouvoir la démonter, la remonter. Pourquoi? Parce que, attendez, peut-être en photo, ce sera plus clair. Alors, une photo, on a un peu moins de plantes. Ici. Voilà, pour l'instant, votre grille en fer forgé, elle a plus, je ne sais pas si tout le monde voit bien la photo, hein, elle est plus ou moins alignée sur le petit muret qui est ici. Mais nous, ce muret, on en a besoin pour poser notre châssis dessus. Notre châssis va être posé sur le muret et un tout petit peu dans le vide, dans l'isolant, on va dire, en contact isolant. Donc là, le garde-corps, il n'est pas au bon endroit. Nous, l'idée, c'est de pouvoir supprimer ce vide ordure qui ne sert plus à rien, remaçonner, repeindre correctement cet espace-là et déplacer le garde-corps légèrement à l'intérieur, juste après le châssis côté intérieur. Donc ne pas le jeter pour le remettre en état, mais le déplacer pour que je puisse poser mon châssis correctement. Ça va? Je vois que Sylvie avait aussi une question. Oui, en fait, par rapport aux autres châssis, donc dans la façade à l'arrière, et la question de est-ce qu'on peut les garder ou pas. Donc, je veux juste souligner que normalement, ces châssis sont posés, voilà, ils sont posés et il y a une sorte de linteau au-dessus, quoi. Et donc, ça veut dire que si on va déplacer les châssis vers l'extérieur, il y a un risque que ce baie de châssis est moins haut que les châssis qu'on a aujourd'hui. Parce que les châssis sont allez, pour une partie derrière la façade. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a un sorte de retour, quoi.
Et donc, ça, c'est quand même important. Je suis quand même pas très sûr qu'on peut garder le même châssis. Ou il faut qu'on fait un sondage. Là, vous le voyez, en fait. Voilà, il y a un petit retour. Voilà, on a cet élément-là qui, Ouais. qui fait une bâtée. On l'a également en plan. Est-ce que je vois en plan en dessous? Bah, évidemment, on a le plan incomplet du géomètre, mais voilà, on a le même élément ici. Et donc, on doit déplacer le châssis. Alors, ça fera partie des sondages. Lorsqu'on va faire Oui. les sondages pour linteau, on va voir si on peut les découper. Attendez, je vais un peu trop vite. Voilà. Dans certains cas, on peut découper le linteau ici pour pouvoir déplacer le châssis. Dans d'autres cas, pas. Tout ça se discute. Et donc, mais ça demande des sondages. Et aujourd'hui, on n'a pas commencé à faire des sondages destructifs pour aller vérifier comment le bâtiment est construit. On a les vieux plans, mais ces informations-là ne sont pas dedans. Donc, il faudra. Puis de toute façon, ils sont pas de. Voilà, ça demandera de vérifier sur place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci. Une question sur le. Peut-être que vous alliez y venir, mais sur le planning, le calendrier et la durée des travaux. Alors peut-être d'abord les prochaines étapes. Donc la prochaine étape, c'est que la propriété doit valider la volonté d'isoler ce bâtiment, se mettre d'accord sur la solution A ou B. Nous, sur base de ça, on va préparer un permis d'urbanisme qui devra être introduit, signé par vous, par l'ACP et puis introduit. Une fois que la commune le reçoit, il y aura certainement une enquête publique. Quoique, dans ce cas, je ne suis pas certain, mais il faudra vérifier. Mais en tout cas, la commune va donner son avis sur votre projet. Dans certains cas, c'est une commission de concertation. On aura également le conseil d'environnement, la région, le municipal, le gratin urbanisme bruxellois qui donne son avis sur votre projet. Le but, c'est de pouvoir répondre à leurs demandes, s'ils ont des questions, et éventuellement adapter le projet. Dans votre cas, à vous, la principale problématique, ce serait cette sorte de ventilation des locaux derrière, et éventuellement la modification un peu l'esthétique de la façade arrière, mais généralement, en façade arrière, ils sont plus tolérants de ce qu'on peut faire ou pas faire. En façade avant, c'est très compliqué, mais en façade arrière, on peut plus facilement isoler une façade historique. Une fois que le permis est délivré, on prépare nous un dossier d'appel d'offres pour les entreprises, on l'envoie aux entreprises, on reçoit les offres, on fait un comparatif, on vous suggère l'entreprise à laquelle on pense que ce sera intéressant de travailler. On va choisir évidemment en fonction du budget, mais éventuellement par rapport aux garanties qu'ils peuvent donner, leur expérience dans ce domaine, leur solvabilité financière, le délai de chantier, il y a plein de choses qui peuvent influencer votre choix. La copro doit se réunir, valider l'offre, et là le chantier peut démarrer. Un chantier comme celui-là, c'est au minimum, je dirais, 2 mois et demi, mais ça peut être plus long, c'est entre 2 mois et demi et 6 mois maximum, mais ça dépendra vraiment de vers quoi on va. La solution A, la solution on va isoler les balcons, est clairement plus invasive. Il va falloir chipoter à beaucoup. Voilà, la solution ici A, elle nécessite d'agir sur beaucoup plus d'éléments, il y a beaucoup plus de travaux là-bas derrière. Elles sont 2 moins compliquées. Ce qu'on va aussi faire pour réduire le délai de chantier, c'est de commander tout ce qu'on peut à l'avance. Mais ça demande de monter un échafaudage, d'aller prendre les mesures de tous les éléments chez tout le monde. L'échafaudage reste peut-être en place le temps de commander les châssis. Et une fois que les châssis sont fabriqués, on peut commencer peut-être de manière plus rapide le chantier. Mais voilà, mais tout ça dépendra. En fait, il y a des éléments qui prennent des délais. Entre autres, les châssis, aujourd'hui, on est sur des délais entre 9 et 12 semaines généralement pour les commandes de châssis. On peut décider de commander à l'avance, mais ça demandera d'aller prendre toutes ces mesures chez chacun. Voilà. Je dirais entre 2 mois et demi et 6 mois, mais ça dépendra vraiment des options et des entrepreneurs. Certaines entreprises sont très rapides, d'autres le sont moins. Et dans quelle mesure vous engagez sur les budgets que vous présentez? Dans le sens où aujourd'hui, on doit vous donner un premier accord, une première validation du projet pour continuer, et après, on va recevoir et après, vous allez engager un appel d'offres. Mais donc là, déjà, on va réengager encore des coûts, je pense. Et si on vous donne notre accord qui nous dit que au niveau de l'appel d'offres, si les options sortent, quel est le risque en fait qu'il y ait des options qui dépassent le budget qu'aujourd'hui vous nous aurez présenté, et dans quelle mesure vous vous assurez que ça ne va pas être si variable après, durant les travaux en fait. Quelle est notre responsabilité en fait financière par rapport à Oui. Ah, je moet echt een nieuwe vergadering. Ja, dat is mijn zoon. Het
Oui. Elisabeth, c'est vous qui avez posé la question, je pense. Hein. Oui, tout à fait, merci. J'ai commencé à expliquer, mais je vais reprendre. Donc, grosso modo, l'architecte, il a un devoir de conception et d'aide, mais je n'ai pas l'obligation de résultat sur le montant. Je vous explique. Ici, on nous a missionné une petite mission de vous remettre une première étude de ce qui est possible de faire et donner un ordre de grandeur au niveau financier. Mais pour moi, pour remettre un prix juste, je dois faire des maîtrises beaucoup plus justes, pouvoir avoir des sondages pour aller vérifier l'état des choses derrière. Je dois accéder un peu à tous les balcons, en tout cas beaucoup plus que ce que j'ai pu voir ici. Il faut que des décisions soient prises, il faut que j'ai des techniques. Donc on est vraiment aux prémices de l'étude ici. Mais on essaie de vous donner un prix le plus juste possible. Et je permets aussi de vous dire que certains postes ne sont pas encore compris. À la façon, la toiture existante propose une lanterneau sur l'isolant. Je ne sais pas ce qu'il y a lieu de faire à ce stade-ci. C'est compliqué pour moi d'imaginer un prix là-dessus. Et donc, on met certains postes non compris. Mais on essaie d'être quand même le plus complet possible pour vous donner quand même un ordre de grandeur de vers où on se dirige. Aussi. Donc, vous tolérez une marge d'erreur d'à peu près combien? Vous aviez dit 5%? Alors, moi, je vous demande d'au moins prévoir 5%, mais la plupart des architectes demandent une marge d'erreur entre 20 et 30% par rapport à ce montant. Ça va 30%. Aussi entre 20 et 30%. Mais ça demande aussi des choix de votre part. Ici, par exemple, pour les châssis, on est sur des châssis PVC, avec un seuil en aluminium. Si on part sur le seuil le seuil en pierre bleue, c'est autre chose. Si la copro décide de vouloir remettre un petit détail esthétique à jour, voilà, il y a des choix qui doivent encore être faits qui vont potentiellement adapter le prix à la hausse ou à la baisse. Voilà. Et donc, vous pourriez nous lister ceux qui adapteront le prix à la baisse, parce que je n'ai entendu que des prix qui adapteront à la hausse. C'est juste une question. Hein, alors, moi ici, j'imagine par exemple que le nouveau couvre-mur en aluminium, il est 200 € le linéaire. L'avantage, c'est qu'on a des grandes longueurs, il peut être un peu moins cher que 200 € le mètre linéaire. Mais on essaie d'être plus juste par rapport au prix du marché d'aujourd'hui. Ah, il y a aussi les prix, mais ça je ne sais pas si tu as déjà dit. Les prix, je les ai mises à la page suivante. Hein. Elles sont ici. Elles sont par rapport à celles qui sont visibles aujourd'hui. Alors, sachez aujourd'hui, c'est aussi ce budget que je vous donne, c'est par rapport au montant d'aujourd'hui. Hein. Donc, on n'est plus dans la crise du bâtiment qu'on a eu il y a 1 an et demi, mais le prix de la construction continue à augmenter, pas de manière aussi catastrophique que ce qu'on a eu précédemment, mais moi je vous donne par rapport au prix d'aujourd'hui. Si le chantier n'a lieu que dans 1 an ou dans 2 ans, je ne sais pas du temps qu'il faudra pour prendre une décision, que le permis soit délivré, que le site d'appel d'offres soit fait, qu'on ait désigné entreprise, ça prendra encore un certain temps. Ça va adapter les prix aussi, mais ça, moi, l'avenir, je ne sais pas vous le dire de quoi il est fait. Est-ce qu'on va stagner, est-ce qu'on va augmenter, je ne sais pas vous le dire. Donc ça aussi, c'est que vous devez potentiellement provisionner si c'est important de fixer un montant aujourd'hui qui doit être bon le jour du chantier. Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'en ai une dernière potentiellement. Donc, toujours pour revenir sur le matériel, donc dans le prix du devis, donc vous avez dit 60% du prix, c'est lié vraiment à l'achat du matériel en lui-même. Il y a des relevés qui doivent être faits sur les châssis actuels pour voir s'ils sont de qualité suffisante ou pas. Moi, je vais revenir avec. Moi, potentiellement, je pense que mon châssis, j'ai acheté un Schneider qualité AAA aux normes européennes il y a quelques années. Et honnêtement, moi, j'avais un fournisseur qui m'a fait un très bon prix. Est-ce que c'est une option que, par exemple, sur base de vos spécifications, on puisse demander à un fournisseur qui n'est pas de votre liste un prix pour du matériel? Tout à fait. Il faudra me les transmettre. Je m'occuperai de l'appel d'offres auprès des entreprises. Généralement, c'est bien que nous restions en contact pour pouvoir répondre à des questions techniques, mais on demande à qui vous désirez les prix. Ça, c'est pas un souci. Généralement, dans le cas de copropriété, on essaie d'avoir 3 offres complètes. Les copropriétés, c'est pas souvent les devis les plus faciles d'obtenir. Les entrepreneurs savent qu'il y a souvent des complications en copropriété, et donc on essaie d'en avoir 3 complètes. Pour en avoir 3 complètes, généralement on en lance 4. Mais là, j'ai un autre projet sur le copropriété de la Couronne. J'ai dû lancer 7 entrepreneurs pour avoir 2 offres, donc ça reste parfois compliqué. Maintenant, on est sur un projet avec beaucoup de soucis et que des petits chipots. Votre projet est relativement simple, si on peut dire, en termes de mise en œuvre. Pour la variante B, en tout cas, c'est beaucoup plus simple. La mise en œuvre, on aura plus de facilité à obtenir des offres que dans d'autres projets de copropriété. Voilà. 3 offres, ça vous permet vraiment de pouvoir comparer les prix,
Mais si les entrepreneurs savent qu'ils sont mis en concurrence avec 10 autres personnes, ils vont plutôt remettre des prix à la hausse en espérant s'ils sont pris, tant mieux. Ils ne sont pas pris, ils n'ont pas passé trop de temps à remettre un devis juste. Et donc, nous généralement, on joue le jeu. On demandait suffisamment pour que vous puissiez qu'on ait un comparatif qui vous permette de faire un choix, mais pas trop non plus, sinon l'entrepreneur ne joue pas le jeu, la remise d'offre. Juste faire. Ouais. Oui. Oui, une question sur les finances. Donc, si la copropriété doit emprunter, je ne sais pas, 400 moins la prime, donc ça fait, mettons, 300 000 euros. Qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est un emprunt étalé sur combien d'années, généralement? Qu'est-ce que ça représente pour chacun des propriétaires? Est-ce qu'on peut avoir une première estimation, une première idée? Ça, malheureusement, c'est pas nous qui gérons, c'est généralement l'ACP qui va s'occuper de la demande. Enfin, j'imagine, je sais pas quel mandat il a chez vous, mais c'est généralement l'ACP qui s'occupe de demander une première projection à un banquier pour pouvoir vous donner une idée. Attention, je vous rappelle que certains postes ne sont pas compris, et c'est hors honoraire et hors commission intérieure. Donc, je pense qu'aussi, avant de figer un montant, il faut qu'on valide quelle option on fait, qu'est-ce qui fait partie des travaux que chacun fera seul chez lui derrière, voilà, il faudra bien valider qu'est-ce qu'on fait, qu'on ne fait pas dans la liste des travaux qui est proposée ici. Hein. Le montant total n'est pas encore figé là, mais il faut que vous me donniez une direction pour que je puisse aussi un peu mieux évaluer ce que vous irez faire. Est-ce qu'on maintient les châssis chez certains? Il y a encore beaucoup de pistes à réfléchir. Hein. Enfin, beaucoup de points à valider avant de fixer le projet à 100%. Donc, voilà, je ne sais pas ce que M. Rey a à répondre éventuellement. Oui, donc en fait, la possibilité pour une copropriété d'emprunter, oui, elle existe. Il faut savoir qu'on n'est pas sur des emprunts hypothécaires, on est sur du crédit à la consommation. Donc il faut savoir que les emprunts aux copropriétés sont assimilés à du crédit à la consommation, ce qui fait qu'on est déjà sur des taux plus élevés que ce qu'on peut avoir en crédit hypothécaire. Tout simplement parce qu'en fait le banquier n'a pas de garantie réelle ou n'a pas de sécurité ou de sûreté réelle comme on peut en avoir avec un emprunt hypothécaire, puisque voilà, vous avez un bien en garantie. Donc dans les copropriétés, on est sur du crédit à la consommation. On est sur du crédit à la consommation qui est packagé différemment, mais enfin voilà, au niveau des taux, c'est à peu près ceux qui sont d'application. Alors, si emprunt il y a, on a deux banques importantes aujourd'hui qui jouent le jeu pour les copropriétés. On n'en a pas plus, donc on n'a pas une terrible concurrence sur ce marché. C'est KBC et Belfus qui donc proposent des emprunts en copropriété. Parfois il y a eu Triodos aussi, mais enfin bon, ça fait longtemps que je les vois plus sur le marché. Quoi d'autre? Au niveau des durées pour des investissements de ce type d'isolation, on est généralement, alors on peut tirer jusque 7 ans, généralement au niveau des durées d'emprunt. Et quant au montant emprunté, là la banque fait une analyse des travaux, du nombre de copropriétaires, parce que forcément voilà, c'est le paramètre essentiel, c'est de voir si on a une copropriété qui aura la capacité de remboursement. Donc, les sommes empruntables dépendent du nombre de copropriétaires au sein de la copropriété. Voilà, et alors il y a également une analyse qui est demandée par la banque. Elle demande qu'on fournisse l'ensemble des coordonnées et des éléments de registre nationaux de chacun des copropriétaires, pour voir également si au sein de la copropriété, voilà, il y aurait des problématiques de solvabilité. Voilà. Donc il y a quand même toute une série aussi sur les emprunts en copropriété, il y a quand même toute une série d'étapes à franchir, mais effectivement c'est une possibilité qui peut s'offrir à l'immeuble. Et juste une question par rapport à cela aussi. Je sais que dans quelques cas, ça dépend du salaire et tout ça. Il y a des emprunts aussi qui peuvent prendre de via Révolution, donc de Bruxelles, à 1% ou à un intérêt assez bas. Mais est-ce que ça, c'est possible si on fait des travaux pour la copropriété? Voilà, alors en fait... Oui, je pense, Mme Van de Kinst, que en fait, alors je n'ose pas répondre
avec 100%, de façon 100% affirmative, je pense sincèrement que les emprunts Rénolution avec des taux intéressants, etc., sont pour les projets personnels. Je ne pense pas qu'on puisse contracter ce type d'emprunt pour une copropriété. Ok. À vérifier, mais ça m'étonnerait, je pense, pour des personnes et des projets, des personnes physiques et des projets individuels. Ok. Juste pour revenir une dernière fois sur la responsabilité, au final, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la responsabilité qu'on passe si on fait tous les travaux, un engagement de passer d'un bâtiment F à un bâtiment C? Alors, ça peut être calculé à l'avance. Il peut avoir, donc, les certificateurs PEB peuvent faire une étude sur votre appartement et vous dire, voilà, avec l'isolation qui est prévue ici, on passe de lettre X à la lettre Z, mais il faut voir de vous partez, quels sont les travaux déjà réalisés chez vous personnellement aussi. Est-ce que votre façade avant peut être isolée, les fois-ci vont passer. Donc, ça dépend un peu de chacun. Je pense qu'il y avait quelques certificats PEB qui circulaient dans le bâtiment qui n'avaient pas les mêmes lettres alors que vous avez tous les mêmes appartements. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas tous les mêmes installations, les mêmes isolations et les châssis chez vous. Oui, une étude peut être faite à l'avance. On pourrait prendre un appartement type et faire une étude pour vérifier de quelle lettre à quelle lettre on passe. Ça pourrait être fait, oui. Oui, ça, je pense que en termes pour nous conforter en fait sur l'investissement, avoir au moins un exemple concret, un cas concret. Alors attention, on pourrait donc, comment est-ce qu'on calcule la lettre d'un certificat PEB? Enfin, les lettres correspondent à des chiffres. Comment est-ce qu'on calcule la consommation d'énergie primaire d'un logement? On prend toutes ces surfaces de déperdition, on regarde quelle énergie on perd, on prend aussi ses besoins d'eau chaude sanitaire, on regarde la manière dont on le produit, est-ce que c'est une manière efficace ou moins efficace, l'étanchéité de bâtiment éventuellement, et on divise ça par les mètres carrés d'appartement. Alors, les mètres carrés d'appartement, vous êtes tous les mêmes. Par contre, vous n'avez pas tous les mêmes surfaces de déperdition. Vous habitez au rez-de-chaussée, vous avez une dalle qui donne sur une cave, alors que c'est le premier étage, n'a pas cette dalle-là. Celui qui se trouve en toiture, il a une toiture en plus et des murs mitoyens exposés. Donc, d'appartement en appartement, même en faisant les mêmes travaux, on n'a pas la même lettre qui ressort, on n'a pas la même consommation. Il vaut mieux habiter au milieu de l'immeuble que tout en bas ou tout en haut, pour une meilleure lettre. Je comprends, mais moi, si on me dit il faut investir en gros 400 000 euros, bon, pro rata, ça fait quand même une grosse somme d'argent, un bon 60-50 000 euros. C'est à un moment donné, il faut que j'espère avoir un retour sur investissement. Et si derrière, on ne peut pas me garantir que je vais au moins monter d'un grade, moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir le résultat de cette étude, quoi. Ok, mais donc je pourrais vous remettre une offre ou un certificateur PEB de vous voir ça. Il faudra alors déterminer un appartement type pour qu'il puisse faire l'étude et valider là-dessus, ou chacun peut le faire s'il désire le faire aussi. Oui, vous avez gagné la rentabilité généralement mais donc je pense que la rentabilité était calculée dans le rapport que vous aviez reçu. Je ne vais pas le relire maintenant en complet, mais je pense qu'il y avait des temps de retour sur investissement proposés pour chaque investissement. Mais c'est temps de retour sur investissement qui était donné dans le cadre de la copropriété et pas individuel. Donc on peut imaginer qu'on ne sera pas trop loin de ça. Alors voilà. Si je regarde ici, l'isolation de l'enveloppe, selon lui, le temps de retour sur investissement était de 13 ans sans prime et 7 ans avec prime, par exemple. Et sans évolution, le prix de l'énergie, 17 et 8. Ça peut déjà vous donner une idée. Oui, je me souviens, on avait eu un retour là-dessus. Je vais regarder un peu plus en détail les chiffres là. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la question d'Elisabeth. Donc, comme tu dis, Julien, effectivement, donc, quand tu as un appartement qui se trouve un peu au milieu du bâtiment, comme par exemple le nôtre, on a beaucoup moins de surface de déperdition. Donc, si on fait ça, l'étude PEB test sur une unité type, il faut surtout pas le faire sur l'appartement qui est situé le plus favorable, quoi. Donc, il faudra alors choisir un appartement ou en toiture, par exemple l'appartement de Charles, où on a vraiment beaucoup de surface de déperdition. Et donc, si on voit là qu'on monte
avec X, je sais pas, on peut être quand même assez sûr que pour les autres appartements, ça aura aussi un impact positif. Bon, en tout cas, ça va avoir un impact positif, ça c'est sûr. Mais je veux juste dire que, par exemple, j'ai communiqué cette semaine à Rennes que notre appartement a D+, mais comme je viens d'entendre que chez vous, les châssis à l'arrière sont encore les châssis originaux, alors c'est fort probable que votre score est moins élevé et donc elle est plus bas parce que voilà, le châssis est moins performant, il n'y a peut-être pas de double vitrage, etc. Oui. C'est ça. Chez nous, le premier étage est moins, et en fait là, les châssis ont déjà été changés, donc mais bon, il y a longtemps, hein, mais quand même. Ouais. Faudra faire un choix ou peut-être en prendre deux pour avoir un échantillon du pire et du meilleur et chacun peut mieux situer. En fait, vous aurez tous le même gain. De cette manière, si vous avez tous une façade non isolée et des châssis avec les mêmes performances, qu'on soit sous toiture ou en étage central ou rez-de-chaussée, je veux dire, on va tous gagner le même nombre de kilowattheures, le même gain en chauffage qu'il ne faudra pas émettre par appartement. Mais par contre, l'appartement qui est sous toiture, lui, part d'un chiffre qui est beaucoup plus mauvais, et donc ça va lui faire gagner, peut-être, je vais dire un chiffre, 50 points grâce à l'isolation de façade. Il sera peut-être toujours pas à 150, alors que l'appartement central, grâce aux 50 points, peut-être que lui arrivera à atteindre cette valeur-là. Rappelez-moi juste, est-ce que votre chaudière, elle est commune ou privative? Je ne me rappelle plus. Commune. Et celle-là a été remplacée récemment? Non, non. En fait, là pour le moment, on a 2 chaudières sur mazout. Et bon, il y a eu un entretien. En fait, là, on s'est dit, genre, c'est surdimensionné. Hein? Donc, en gros, l'investissement principal, c'est l'enveloppe du bâtiment. Et après, on peut investir dans ça, quoi. Dans cet ordre. C'est un peu ça ce que les gens de Bruxelles Environnement ont aussi décrit dans leur rapport. Oui. Mais donc, voilà, si je peux donner l'information, je peux peut-être vous envoyer le lien par mail à M. Rey qui pourra vous le transmettre. On a été engagé pour une étude dans un quartier Anderlecht pour motiver les gens à isoler leur bâtiment. Dans ce cadre-là, on a fait cette étude PEB, de vérifier la valeur PEB avant isolation et vérifier quelles sont les étapes nécessaires pour arriver à ce certificat C. Alors, grosso modo, vous n'aurez pas le même appartement, ça peut vous aider en tout cas à mieux comprendre. L'appartement central dépensait 3 fois moins d'énergie que l'appartement qui était sous toiture, qui avait les mêmes surfaces habitables, mais sous toiture avec des mitoyens exposés. Pour vous dire, ça peut parfois être du simple au triple. Et pour arriver à un certificat C pour l'appartement central, de mémoire, hein, il fallait remplacer les châssis façade avant et façade arrière, enfin, bon, je l'ai fait sûrement chez vous, isoler la façade arrière et avoir une chaudière efficace. Ça permettait de résoudre le problème pour l'appartement central d'arriver à la lettre C. Par contre, sur une toiture, si je me souviens bien, mais il faudra que je vous envoie l'étude, il fallait qu'il ait isolé la toiture en plus, qu'il ait isolé les mitoyens exposés, qu'il ait mis des panneaux solaires photovoltaïques en plus pour pouvoir y arriver. Vous voyez que les efforts ne sont pas les mêmes chez les uns et chez les autres. Mais dans le cas de copropriété, commençons par l'élément simple que tout le monde a, la façade arrière, et puis après, vous devrez avancer sur la chaudière et puis avancer sur les autres points petit à petit. Vous avez déjà fait la toiture, c'est déjà un bon point aussi, donc petit à petit, on va avancer sur cette dynamique-là. Mais vous assurez que vous arrivez à l'être C, on peut s'en rapprocher, mais on peut se rapprocher. Si la chaudière est remplacée, on peut s'en rapprocher, mais ça demande une étude un peu plus vite pour vous dire. Vous serez certainement plus à E, mais pour l'appartement central. Mais voilà, ça demande un peu plus ça demande une étude du certificat PEB pour pouvoir confirmer ça. Voilà. Je vous enverrai le lien de cette étude si ça peut vous aider encore un peu de lecture, ça peut vous donner quelques informations pratiques aussi. Super. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je n'entends plus personne. Non, pas pour moi. Ok. Bon, Julien, un grand merci. Hein. Franchement, super. Tu as fait un Je vous super laisse job. alors. Madame Sipia, je vois encore que vous avez une question. Non. Ok. Je voulais juste dire merci, effectivement, c'était très clair. Merci. Super. Je vous laisse alors en discuter entre vous, prendre une décision. Nous, pour avancer, il faudrait qu'on ait une idée quand même de l'option vers laquelle on se dirige. Et
donner éventuellement quand les questions que vous avez. Alors, on ne va pas résoudre toutes vos questions à cette étape-ci, mais certaines seront résolues avant le chantier ou lors du dossier de soumission ou après permis. Mais en tout cas, j'essaierai de délaguer tout ce que je peux comme question si vous en avez encore. Et voilà, mais donc moi, l'option elle est importante parce qu'elle va nous permettre d'avancer sur l'étape suivante. La première, c'est de reconfirmer bien tous les petits détails et puis avancer d'un permis d'urbanisme si on avance ensemble. Ça va? Ok. Super. Bon. L'étude PEB peut se faire en parallèle, hein. Elle ne doit pas spécialement être faite pour moi avant d'avancer, mais si ça peut rassurer certains d'entre vous, on peut trouver un certificateur PEB qui peut faire cette étude. Voilà, il faudra juste demander un petit prix pour ça, mais ce n'est pas des gros montants, je pense, par rapport à vos investissements. Je pense que c'est une bonne idée, en effet, parce qu'il y avait comme des questions là-dessus de quelques-uns. Ça peut peut-être aider les gens pour décider. Ouais. Moi, ce qui pourrait m'aider, en tout cas, c'est si vous avez eu des certificats récents dans le bâtiment, transmettez-les-moi. S'il y a les coordonnées des personnes qui l'ont réalisé, transmettez-les-moi. Et je sélectionnerai là-dedans les certificats qui me paraissent les plus sérieux, qui sont plus représentatifs. Et peut-être qu'on choisira 2 unités, une mauvaise, une bonne. Bon, et on verra avec les certificateurs en question comment les rémunérer pour cette étude complémentaire. Donc, ils vont faire un faux certificat après chantier pour vous donner une information de ce que ça donnerait dans votre bâtiment. Ça va? Parfait. Ok. Super. Merci bien. Ok. Monsieur Ray, je vous envoie alors le lien avec l'étude complémentaire qu'on a fait dans notre projet. Ça peut aider certains à les comprendre quelques points. Ce n'est pas spécifique, mais on y retrouve des appartements, donc ça peut peut-être donner des pistes ou des réflexions. Maintenant, c'est moins poussé que les suites ici en termes d'aménagement. Ça peut donner des montants qui étaient intéressants pour des maîtres d'ouvrage lambda et les motiver à comprendre l'intérêt, les coûts, le gain. Donc, ça peut peut-être vous donner quelques pistes de réflexion supplémentaires pour certains. Ça va? Ok, parfait. Bah, écoutez, vous m'envoyez les liens comme ça. Je le fais directement, comme ça vous l'avez. Je télécharge ça, tout ça. Ok, parfait, je peux diffuser. Ça va. Super. J'attends de vos nouvelles alors.